Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour DA Fresh, bonjour tout le monde. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et le week-end? Il était bien. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qui marque la politique ce matin? Ce qui marque la politique du social. Ouais, il y a tellement d'actualités. Les examens de fin d'année, c'est quand? Les examens de fin d'année ont déjà commencé puisque vous avez eu la délibération du CEP, du certificat d'études primaires, où on a enregistré un record quand même assez important, 92,21%. C'est tout le pays qui a gagné. Donc, est-ce que ça reflète la réalité? Tu n'es pas enseignant du primaire. Au-delà d'être enseignant du primaire, je ne suis pas dans l'organisation du CEP. Mais ce qui est sûr, c'est que si on a ces résultats, ça fait quand même l'objet d'un examen national. Et un examen national, ça sous-entend qu'on a invité un certain nombre de membres du jury, les secrétariats et consorts. Donc, ça ne peut que refléter la réalité des choses. Maintenant, après, chacun peut, au gré de la lecture que chacun peut avoir, dire ce qu'il pense. Est-ce que cette année, tu as tenu les classes d'examen? Oui, cette année, j'avais une terminale. Ouais. Tu as préparé les élèves pour le bac? Le bac, c'est bientôt? Oui, le bac, c'est bientôt. Donc, évidemment, on a eu 9 mois. Heureusement, cette année, il s'est passé sans trop de heurts, sans trop de difficultés. Sur le plan pratique, notamment en rapport avec soit des mouvements d'humeur de la part des enseignants ou des élèves, ou encore une situation de fragilité, quoique le troisième trimestre est souvent un peu décrié à cause de la somme de jours fériés qu'il y a. Est-ce que les jours fériés empêchent les enfants d'étudier? Oui, ça obère grandement la capacité à pouvoir... Est-ce que quand on fait le programme scolaire, on ne prend pas en compte les Si jours on prend fériés? cela en compte, alors... on prend cela en compte, mais il n'empêche qu'il y a que nous, on a le contexte de terrain. Le contexte de terrain est différent de la théorie qui peut être décidée dans un bureau à l'IPN ou au cabinet du ministre. Mais n'empêche, quand vous êtes sur le terrain, c'est vous qui avez la capacité à pouvoir déterminer le rythme de travail. Et ce rythme de travail fait qu'à un moment donné, peu importe la situation qui peut arriver, en fonction du niveau des élèves, vous essayez à chaque fois de faire des remédiations et de trouver des voies et moyens pour les amener à mieux comprendre votre matière. Et cela fait que parfois, on peut arriver à un niveau d'exécution. Je prends par exemple au mois d'avril qui peut être de l'ordre de 80, 85 ou 90% du programme. Et les 10% qui restent, avec les jours fériés, ça commence à devenir un peu lourd. Et puis, si vous êtes invité à aller, vous êtes invité par exemple comme membre d'un secrétariat, ça peut être le CEP, le BPC qui se passe actuellement, ou encore jury de ces deux examens, ou surveillant, ça dépend. Eh bien, vous aurez moins de temps pour achever les 10% qui restent. Et c'est souvent un peu difficile pour les enseignants de pouvoir... C'est pourquoi on dit souvent que le troisième trimestre, c'est à peine un mois et demi, quoi. Donc, le maximum se passe entre le premier et le deuxième trimestre. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, il est important quand même qu'un certain nombre de jours fériés soient quand même oubliés. Ça fait plus de 15 ans que tu es enseignant. Non, ça fait 11 ans. 11 ans. Comment ça, Oui, ça fait 11 ans. Il était stagiaire. Ça fait 11 ans que je suis stagiaire. 11 ans que je suis stagiaire. Comment ça? Oh non, moi, c'est 11 ans. Non, oui, ça fait 11 ans de stage. 15 ans, 14 ans l'année là. Non, ça fait 11 ans. Parce que j'ai été recruté en 2013, affecté en même temps. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes en 2014, là, j'ai fait 11 ans. Donc, tu allais passer 10. Oui. Ouais, est-ce que les enseignements ont évolué? Oui, contrairement à... Est-ce que vous prenez en compte les défis de l'avenir, les nouvelles technologies? Bon, la réalité, c'est que ce n'est pas à mon niveau. Ouais, bon. En tant qu'enseignant, je comprends. En tant qu'enseignant, ce n'est pas à mon niveau de décider de ce qu'on va mettre en exergue. Non, mais je dis ton observation de la chose. J'y arrive. Est-ce que tu observes que ça évolue? Oui, j'y arrive. Ce n'est pas à mon niveau d'implémenter un certain nombre de choses, c'est de l'ordre de l'IPN, parce que ce sont eux qui sont nos patrons, ce sont eux qui décident de l'avenir de l'éducation au Gabon avec les politiques, bien sûr. Donc, eux sont des techniciens et au niveau du ministère, on fait tout pour matcher le regard que l'IPN a sur l'évolution des programmes et la politique de l'État. Donc après, maintenant, derrière, il y a que
on peut quand même observer qu'il y a eu un certain nombre d'avancées, mais qui étaient beaucoup plus de l'ordre de l'expérimentation. Quand on regarde un tout petit peu la période de Covid-19, vous savez que les élèves ont eu ce qu'on appelait le téléenseignement. C'est une innovation. Bon, ça ne s'est pas poursuivi, mais n'empêche que cette période-là, notamment je crois en l'année 2020, si je ne me trompe pas, l'année 2020 a été un moment important où on a beaucoup parlé de téléenseignement au Gabon, que ça soit sur les réseaux, que ça soit en visio ou encore au niveau même de la télévision. Ça permettait aux élèves qui ne pouvaient pas se déplacer ou aller dans les salles de classe de suivre les enseignements directement par le moyen des TIC. Donc, à ce moment-là, on peut dire qu'il y a de l'innovation. Il y a une volonté manifeste de mettre à disposition des salles multimédia dans les établissements, quoique aujourd'hui, ce n'est qu'une volonté. Est-ce qu'on enseigne, est-ce qu'on prend en compte les défis de l'avenir? Oui, tu installes une salle multimédia, après c'est bon, tu as installé une salle multimédia, ça ne veut rien dire d'autre. Je suppose qu'en énonçant la volonté de mettre en place des salles multimédia, il y a aussi derrière le besoin d'avoir du personnel pour animer ces salles multimédia. Je parle évidemment des informaticiens, des codeurs et consorts, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, au niveau des systèmes éducatifs gabonais, les nouvelles technologies, bien les technologies de l'information et de la communication ne sont pas suffisamment déployées pour pouvoir permettre à ce que nos jeunes enfants s'habituent concrètement à ces innovations. Est-ce que tu penses qu'on devait prendre en compte les intelligences artificielles? L'intelligence artificielle, on ne pourra pas y échapper. Mais il faut un contrôle. Un contrôle, il faut que nous soyons en mesure de pouvoir offrir quelque chose qui soit de nature à ne pas entraîner un peu plus nos enfants dans la paresse. Parce qu'il y a une certaine paresse intellectuelle. Déjà, nous avons une société où les gens sont restés dans l'ordre de l'oralité. On a un grand problème dans ce pays, c'est qu'il y a des gens qui savent parler correctement le français, mais pour l'écrit, ils ont tous les problèmes de la terre. Donc, à partir de cet instant, il faut qu'on trouve le juste milieu qui favoriserait une meilleure acquisition des savoirs en ce qui concerne l'orthographe et la grammaire pour qu'ils puissent être bons à l'écriture. Maintenant, si j'ai l'intelligence artificielle pour corriger mes fautes. Oui, mais et puis pour m'arranger le texte. La réalité des choses, c'est que l'intelligence artificielle à elle seule ne suffit pas pour avoir un bon texte. Il y a toujours une intervention de l'homme. Après, il faut toujours la connexion. Je vis ça au quotidien et il faut avoir la connexion, il faut donc être câblé et il faut aussi avoir le recul nécessaire. Parce que l'intelligence artificielle ne fournit que ce que tu lui demandes. Si tu formules mal... Mais à l'école, on nous demande de fournir ce qu'on nous a appris? Non, pas toujours. Hein? Non, pas toujours. À l'aide de vos connaissances? À l'aide de vos connaissances. Les connaissances, j'ai acquises. Non, les connaissances ne sont pas seulement scolaires. Tu as l'expérience du vécu. Tu as les lectures. Tu as, on va dire... toutes les différentes interactions que tu as avec le public quand on demande tes connaissances. Donc, à partir de cet instant, il faut qu'on adapte peut-être les choses. Mais, de grosso modo, on a un retard immense en matière d'implémentation des technologies de l'information et de la communication. Si vous allez dans les lycées et collèges aujourd'hui, les jeunes vont vous dire qu'ils sont sur Facebook, qu'ils sont peut-être à la limite sur Instagram, Twitter, mais tu vas leur parler des sites internet qui proposent, par exemple, des enseignements, je peux dire, par exemple, sur la classe de terminale, des cours d'histoire, ils ne sont pas au courant parce qu'ils consomment, comme on dit, la masse. Ils sont dans la masse, donc ils consomment les médias les plus importants. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, il est important qu'on mette en place un système qui ferait que les jeunes, dès les plus jeunes âges, commencent à s'habituer à cet environnement-là. Parce que chez les autres, vous savez qu'il y a des écoles de codage. Il y a des écoles où on apprend aux gens à utiliser l'ordinateur, à le démonter, ainsi de suite. Mais tout ce qui tourne autour de l'ordinateur, mais il faudrait qu'on amène nos jeunes à s'y intéresser parce que ça fait des niches d'emploi aussi. Regarde des métiers que peut-être qu'on n'a pas encore réellement implémentés chez nous, ou community manager, on a webmaster, on a les infographes, tout ce qui tourne autour du design, du web design ou du digital. On néglige tous les métiers qui sont derrière
On ne les a même pas encore inscrits dans, on va dire, l'organigramme ou la structure organisationnelle de l'éducation au Gabon. Or, actuellement, sur le terrain, il y a des gens qui ne vivent que parce qu'ils ont un certain talent à faire des visuels. Par exemple, la technique que Nekbi maîtrise à merveille, ça s'appelle comment? After Effects. After Effects. Des choses comme celle-là, un enfant va aller découvrir ça sur le terrain alors qu'il aurait pu en bénéficier déjà depuis le système éducatif. Donc, c'est un environnement qu'on doit créer et ce qui fait que, bon, dommage, les écoles de formation que nous avons n'arrivent pas à s'adapter aux nouvelles normes. On est toujours dans l'ancien système où il faut former les gens dans technique commerciale, je ne sais pas, transit, logistique et transport. Voilà, douane. Voilà les métiers dans lesquels on continue à former. Gestion des ressources humaines. Gestion des ressources humaines. Mais Rudo, tu as fait quoi? Commerce international. Voilà. Marketing et stratégie commerciale. Voilà. Mais à quel moment on applique ce marketing et technique commerciale au digital? Ce sont les ponts que les autres créent aujourd'hui, donc il faut être capable de pouvoir arriver à mettre cela en avant, quoi. Après, Monsley, tout à l'heure, tu as dit qu'il y a des personnes qui s'expriment bien, mais qui ont du mal à écrire. Quand on sait que, par exemple, au primaire, on ne fait plus de dictée, et ça poursuit comme ça jusqu'au secondaire et autres, est-ce que ce n'est pas une des raisons pour lesquelles un enfant peut bien s'exprimer, mais il ne sait pas comment est-ce qu'on écrit un mot? Parce qu'il peut écouter, répéter, mais l'orthographe, non. Il faut dire qu'il y a une somme de responsabilités. La première des responsabilités ici vient du fait que l'État n'accorde plus trop d'importance à la formation des formateurs. On a fait près de 10 ans où il n'y avait pas de concours dans ce pays. Donc, tu ne peux même pas aller te recycler. Et même l'offre en matière de formation continue n'est pas assez importante. En dehors de la petite période où on a eu Séraphin Mundunga comme ministre de l'Éducation nationale, où il y avait des stages pendant les vacances où des gens allaient faire des séminaires de formation. Quand vous sortez de là, on est retombé dans les mêmes habitudes. L'enseignant peut faire 10 ans sans bénéficier d'une formation quelconque, ni d'un stage, ni quoi que ce soit. Vous avez des gens qui sont recrutés à l'éducation avec des niveaux disparates. Vous avez, par exemple, quand vous prenez les enseignantes, ce qu'on appelle les puéricultrices, donc les enseignantes du pré-primaire, on se rappelle la fameuse polémique qu'il y a eu autour lorsque Mundunga avait dit qu'elles étaient des vendeuses de bananes. Mais en réalité, c'est parce qu'on recrutait des gens à ce niveau qui est le soubassement, qui est même la base de la structure de l'éducation, avec des gens qui ont un niveau qui confondent l'ALU, tu vois. Donc, à partir de cet instant, il est important d'abord qu'on investisse dans la formation des formateurs, donc des enseignants. Ensuite, il faut qu'on ait des manuels scolaires qui soient de nature réellement à mettre l'accent sur l'orthographe, la grammaire, et qui encouragent la lecture. Nous, à notre époque, on a eu quelque chose d'important. On avait des choses comme syllabaire. Le syllabaire, tu apprenais correctement à lire. Tu savais distinguer A de C, D de G, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on avait un apprentissage qui était de nature à permettre à ce que tu assimiles correctement l'orthographe d'un mot. Or, aujourd'hui, avec les APC qu'on a amenés, c'est quand même un peu compliqué. Les élèves ne se retrouvent pas. Et on se demande pourquoi le niveau en baisse. Le niveau en baisse déjà parce que ceux qui sont chargés de dispenser les savoirs ne sont pas très au fait des évolutions dans leur domaine. Ensuite, il y a le fait que les programmes, du moins les manuels qui sont proposés, parfois eux aussi ont il y a des difficultés pour pouvoir mieux les assimiler. Et par la suite, on a, l'absence d'un véritable projet éducatif qui ferait qu'on soit amené à s'investir pleinement dans la formation des enfants. Donc, il y a tout un environnement qui est là. Et cet environnement fait qu'aujourd'hui, lire, ça devient le surplus. Et puis, il y a la culture. Comme je le disais tout à l'heure, l'oralité. On s'est habitué à dire que nous sommes des populations de l'oralité. Et les gens pensent que, il suffit juste de savoir parler et puis c'est bon. On oublie qu'il y a la phase fatidique où tu vas aller peut-être
négocier un contrat et puis on te demande d'écrire. Ou tu vas aller à la banque, il faut remplir un chèque ou un ticket de caisse. Donc, il y a autant de choses qui font que, à un moment donné, il faut qu'on se rasseye et puis on plante les bases de la formation des jeunes. Est-ce que l'école que nous voulons, c'est une école où on aura juste des gens qui seront en capacité de pouvoir discuter et de pouvoir négocier, ou nous sommes là en mesure de former des gens qui soient aussi bien compétents à l'oral qu'à l'écrit? Ça, c'est une chose. Ensuite, est-ce qu'aujourd'hui, on a toutes les garanties que les manuels scolaires qui sont offerts sont des manuels qui vont dans le sens de réellement pousser l'enfant à aimer la lecture? Est-ce que les familles aujourd'hui travaillent à pouvoir encourager leurs enfants à aimer la lecture? Donc, c'est autant de choses. Vous allez, par exemple, il y a un truc que je dis souvent à mes élèves, c'est que vous allez chez je sais pas, dans une famille, quand vous entrez dans la maison, ni sur la tablette, ni sur la table, encore moins avoir une bibliothèque, c'est compliqué. Tu ne peux même pas avoir un papier traîné au salon. Donc, comment on peut aller dans la maison de quelqu'un qui a fait des études et on ne trouve pas un livre qui traîne quelque part? C'est incroyable. Donc, il faut savoir qu'il y a aussi une culture derrière. Plus on est dans le livre, plus on apprend à se familiariser avec les mots, mieux ça nous aide à pouvoir rédiger. Mais lorsqu'on est coupé du livre et qu'on ne rencontre le livre qu'à l'école, eh bien, on enregistre ce genre de situation et accentue avec le fait que beaucoup, notamment au pré-primaire et au primaire, n'ont pas parfois le niveau requis. Donc, il faut le dire, c'est un fait. Ce n'est pas moi. C'est des choses qui ont été prouvées sur le terrain par rapport aux statistiques qui ont été mises en exergue. Donc, à partir de là, il faut repenser le système d'enseignement à partir de la formation des formateurs, donc des enseignants, mettre un accent assez particulier sur la formation des enseignants, créer des stages de formation, créer des séminaires, les envoyer, je ne sais pas, à des cours de soutien. En fait, il faut être capable d'emmener l'enseignant à être tout le temps en compétition avec lui-même, avec les autres. Et ce n'est qu'à ce moment-là que lui aussi pourra se donner à 100% pour ses élèves et les emmener à aller d'un point A à un point B. Parce que l'objectif aussi, c'est de pouvoir faire en sorte que l'enseignant soit capable de transmettre des bonnes valeurs. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, la question de la lecture, elle est vaste, ou de savoir écrire, elle est vaste. Il faut aller interroger un certain nombre d'aspects et qui aujourd'hui, ma foi, ne sont pas au rendez-vous. Donc, c'est en partie à cause de cela. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, bon, on est dans un système où, en réalité, on continue à former des gens bons pour l'administration. Malheureusement, et c'est tout l'objectif. Quand vous voyez les effectifs dans l'enseignement général, tous ces gens-là ne voudront travailler qu'à la fonction publique. Très peu chercheront à aller au privé ou aller dans un endroit où ils ne se sentiront pas en sécurité par rapport à leur avenir professionnel. Donc, il faut repenser l'école, il faut repenser C'est obligé d'avoir la guerre mondiale chaque 2 ans en histoire au bac? Non, c'est pas obligé. Pour l'histoire, c'est pas obligé. Le problème, c'est que non, les guerres mondiales sont importantes pour le Gabon. Parce que le Gabon a été un théâtre d'opération de la première et de la deuxième guerre mondiale. Mais ça, on ne nous a jamais enseigné ça. Ah si. On enseigne ça à qui? En 3e et en terminale. Donc moi, je n'ai pas fait l'école. Là, je ne sais pas. Peut-être que ton enseignant n'est sûrement pas allé au terme du programme ou n'a pas atteint le niveau. On ne m'a jamais dit à l'école qu'il y a eu des affrontements à Mimbeng. J'ai découvert ça dans les voyages avec mes grands frères. Ah, c'est ce qui n'est pas bien. Mais alors? Voilà. Mais quand tu m'enseignes ça, ça va me servir à quoi? Non, mais en fait, il parle de... Peut-être que Dafresh parle de à quel moment le Gabon intervient dans les guerres mondiales, plutôt qu'on ne nous parle à chaque fois de Nikita Khrouchtchev. Mais c'est déjà à partir de la mobilisation. Tu connais même les gens là? Mais oui, bien sûr, elle a fait la terminale. Donc, c'est déjà à partir de la mobilisation, première, deuxième guerre mondiale, quand on parle de Tchoréré. Il n'y a que Tchoréré. Donc, le seul Gabonais qui allait combattre aux côtés de la France, c'est Tchoréré. Non, il n'y a pas que Tchoréré, parce que Tchoréré et son fils, mais ça, ils sont morts dans des conditions quand même assez particulières. Il a boudé quand il se met pas en rang, on a tiré sur lui. Oui, parce qu'il était un officier. C'était un officier. Mais c'est à quel moment on nous parle, par exemple, des anciens combattants?
Non, pourquoi on ne parle pas d'eux? Les autres anciens combattants qui défilent là le 17 août. Ça, c'est la bonne question à poser à l'IPN. Ce sont eux qui font les choix didactiques et pédagogiques. Tchouairi, il a fait quoi d'exceptionnel? Il a combattu l'Allemagne nazie. On n'a pas une partie de l'histoire où il a combattu l'Allemagne nazie. On a une partie de l'histoire où on a dit qu'il a boudé et on a tiré sur lui. Oui, mais il a boudé pourquoi? Parce qu'on lui a dit mettons en rang. Non, parce qu'on les a arrêtés. Ils ont été faits prisonniers par les Allemands. Et au moment de pouvoir décider de qui on tue, je dis ça de façon triviale, eh ben, on a mis les officiers blancs d'un côté et les soldats, en majorité les noirs, de l'autre côté. Et on a décidé qu'on tuait tout le monde, tous ceux qui étaient noirs. Il y avait un peu de racisme derrière. Et c'est pourquoi il y avait un peu. Tchouairi qui était... Combien il y avait du racisme? Si tu veux, il y avait du racisme derrière. Tchouairi qui était capitaine a fait prévaloir son grade. Mais ça n'a pas été suivi. Donc, on l'a fusillé au même titre que c'est les gens de son régiment. Un héros de guerre. Ben oui, c'est un acte de bravoure. Mais bien sûr. Donc, nous enseigner l'histoire de la première à la deuxième guerre, c'est important pour nous. On cherche les héros à la loupe dans notre pays, dans notre histoire. Même pas. Il y en a beaucoup, ils sont nombreux. Aujourd'hui, il y a un effort qui est fait pour amener... On le met là comme si c'était un grand guerrier, genre, c'était comme si c'était notre Léonidas, quoi. Genre quelqu'un qui est parti, qui a... Non. Il a dirigé l'hôpital militaire de Dakar. Qui? Tchouairi. En quelle année? Saint-Louis. Je n'ai pas la date exacte tout de suite, mais renseigne-toi. Tu crois qu'il est un grand guerrier? Tu crois qu'il est devenu capitaine parce qu'il voulait juste s'amuser? Non, l'histoire, on doit maintenant bien nous expliquer l'histoire, hein, parce que tout ce qu'on nous a bombardé à l'école là, il y a des choses qui sont pas mémoire, il y a des choses qui ne sont pas très vraies. Si j'ai bonne mémoire, non, il faut savoir que si j'ai bonne mémoire, il y a un livre qui a été écrit sur lui, où il y a plusieurs livres. Il y a un auditeur qui me dit, il y a eu Nazer Boulingui. Voilà. On doit nous parler. Oui, c'est un ancien combattant. On doit nous parler des gens. Mais on en parle. Il y a un livre sur Nazer Boulingui qui est sorti il y a à peu près une dizaine d'années. Il y a des livres qui sont écrits aujourd'hui. Il y a ce souvenir de Charles aussi, je pense, pour Tchouairi. Oui, voilà. Donc, il y a beaucoup de livres qui sont écrits. Mais comme je le dis encore une fois, et ça revient au sujet précédent, c'est que les Gabonais ont une phobie. Ils ont un désamour avec le livre. Les Gabonais ne lisent pas. Il y a des gens qui grandissent dans ce pays, on ne leur a jamais lu une histoire. Ils n'ont jamais lu les bouts de bois de Dieu. Mais les bouts de bois de Dieu, c'est loin. Au bout du silence, ils n'ont jamais lu au bout du silence. Ils ont lu Mamadou et Bineta. Ni les Matiti. Ils ont lu Mamadou et Bineta. Piga et Bika. La mouche et la glu. La mouche et la glu, tu vois. Bonjour Dafresh, c'est l'occasion de parler des agents bénévoles du secteur de l'éducation Mosley. Bon, déjà... Le sujet sensible. Ouais, je ne sais pas si le sujet est sensible, mais il y a quelque chose qui me... C'est qui les agents bénévoles? C'est là où ça me dérange un peu. J'avais déjà entendu parler d'eux. Agents bénévoles, je ne sais pas à quoi ça renvoie normalement dans le secteur éducation, mais je sais qu'il y avait l'espèce de situation où on avait des gens qui étaient recrutés par les conseils départementaux et les municipalités pour essayer un peu on va dire, de venir en appoint ou des volontaires qui venaient, bon ça j'utilise même le terme volontaire, des gens qui estimaient qu'ils pouvaient enseigner et on les recrutait. Bon, je ne connais pas leur situation aujourd'hui, donc il est difficile pour moi de m'exprimer. Mais je sais qu'il y a un statut où il y avait des gens qui étaient sous la tutelle des conseils départementaux et des municipalités. Mais en dehors de ça, je ne sais pas trop. Est-ce que leur statut a évolué en même temps qu'il y a eu le nouveau système de rémunération qui a entraîné la mise à plat d'un certain nombre d'échelons qui existaient au niveau de la fonction publique? Je ne sais pas, mais... Je crois que c'est peut-être au ministre de pouvoir s'exprimer sur le sujet ou encore aux autorités, par exemple les délégations d'académie qui peuvent réellement dire de quoi ils retournent. Mais cette situation, je ne suis pas au fait. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir un travail qui soit fait au niveau de la mise en œuvre des politiques permettant de favoriser on va dire la carrière de l'enseignant. Parce que tous les enseignants, que vous soyez, comme ils disent, volontaires de l'éducation ou encore instituteurs, enseignants du pré-primaire, enseignants du secondaire ou même du supérieur, la situation de l'enseignant au Gabon est précaire.
des situations administratives ont toujours des problèmes. Le président a beau dire qu'il va payer les rappels, mais les rappels ne sont pas la seule chose qui peut résoudre le problème de la carrière de l'enseignant qui est bloqué. Il faudrait que l'enseignant sente au quotidien que chaque 2 ans, comme ça se passe ailleurs, surtout que le statut général de la fonction publique dit que ce sont des avancements automatiques. Donc, on ne peut pas passer 11 ans, on est stagiaire, 15 ans stagiaire, et à un moment donné, vous allez quand même vous retrouver dans une situation où vous pouvez intégrer, parce que lorsque vous allez voir un de vos étudiants ou un de vos élèves que vous avez tenu il y a peut-être 10 ans, qui arrive à avoir son master, il se retrouve dans une régie financière où il devient militaire et qui, avec son grade de lieutenant ou capitaine, commandant, touche 2 fois plus que ce que vous gagnez, ou à une situation enviable, eh ben, vous devenez aigri. Et c'est ce qui entraîne souvent les frustrations dans le secteur de l'éducation. Donc, il faut traiter réellement la question des situations administratives des agents. Il ne faudrait pas qu'on ait des gens qui sortent des écoles et qui passent 3, 4 ans, 15 ans à attendre un hypothétique poste budgétaire, une hypothétique intégration, un recrutement, une titularisation, comme nous. Nous, on a peut-être eu l'avantage que lorsque nous sommes sortis de l'école, on n'a pas eu à attendre 15 ans pour avoir des postes budgétaires. Ça, on est parmi ce qu'il y a eu comme acquis au niveau des États généraux de l'éducation de 2010. Lorsqu'on est sorti de l'école, en 2012, en 2013, on a eu automatiquement les postes budgétaires avec tout ce qui allait à l'époque, qui devait accompagner notre traitement. Mais par la suite, notre carrière a été bloquée. Au moment où nous devions passer en phase de titularisation, tout a été bloqué. On est là juste au recrutement. Et là, on n'est toujours pas considéré comme étant des agents pleins et entiers de l'État. Ce qui veut dire que si quelque chose m'arrive aujourd'hui, je ne peux pas prétendre à un certain nombre de choses dans le cadre de l'exercice de mes fonctions en tant qu'enseignant. Et cela, c'est dommage parce que les familles en pâtissent. Ce sont des enfants qui se retrouvent en difficulté si vous partez très tôt. Et après, vous-même aussi, vous en pâtissez puisque vous avez une carrière qui n'évolue pas. Et quand ça devient comme de la routine, eh ben, à un moment donné, on fait ce qu'on veut. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les écoles, ce qu'on appelle les vacations dans les écoles privées, on le vend en poupe. Les enseignants préfèrent aller se donner à 2000% au corps et âme au privé parce que là-bas, l'heure est payée à 10 000, 15 000 francs. Alors qu'au public, je crois que si on fait l'évaluation, on essaie de faire la division, c'est autour de 3 500, 5 000. Donc, si vous avez quelqu'un qui vous paye 15 000 francs de l'heure, ben, vous allez vous tuer là-bas. Peu importe ce qu'on va vous donner comme calendrier ou bien emploi du temps dans l'établissement où l'État vous a affecté, vous ferez le minimum. Ou par la suite, vous voyez que les enseignants deviennent même des grands commerçants. On ouvre des prépas à tour de bras. Parfois, les enseignements que vous êtes censés donner dans l'établissement où vous êtes affecté, eh bien, vous déversez votre talent dans votre prépa et vous exigez aux élèves de là où vous enseignez de venir s'inscrire. Donc, on a un désordre qui se crée parce que chacun d'entre nous a un rêve, celui d'avoir un peu d'argent pour s'occuper de sa vie, s'occuper de la vie de sa famille. Donc, à un moment donné, il faut vraiment qu'il y ait un travail qui soit fait pour régulariser les situations administratives, faire en sorte que les enseignants soient moins dans la posture de nous sommes les mal-aimés du pays parce qu'il faut regarder, si vous discutez avec les enseignants, ils vont vous traduire leur mal-être. Et c'est la meilleure façon de juger du niveau on va dire, de confiance que les gens ont dans les institutions, c'est de voir comment les enseignants, les médecins ou encore le personnel de santé, quel est leur regard sur ce qui se fait, la politique de l'État. Donc, il est important qu'on essaye un tout petit peu de travailler dans le cadre de la transition sur des questions qui sont essentielles. On veut des routes, on veut des bâtiments, on veut tout ce qu'on peut, mais il n'y a pas meilleur investissement que celui qui se fait sur l'homme. Et l'homme, c'est celui qui est l'acteur du développement. S'il n'y a pas l'homme, vous ne pouvez pas avoir la route. Parce que pour que l'ingénieur devienne ingénieur, il doit passer par l'école. Mais celui qui doit lui transmettre le savoir qui lui permet de devenir ingénieur, s'il n'est pas dans les bonnes dispositions, il lui enseigne ce qu'il veut. Et c'est la raison pour laquelle on a des gens où on a une société en perte de valeur. Il ne suffit pas simplement d'aller faire des salamalek ou encore des signes d'adhésion à l'égard des religieux. Mais les enseignants
devrait être comme dans d'autres pays, une corporation pour qui on donne un certain respect parce qu'ils transmettent les valeurs de la République. Ce sont eux qui sont là pour véhiculer le message de la République vers la jeunesse. Mais si vous les maltraitez, il est clair qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver dans une posture où ils diront à la jeunesse ce qu'ils veulent, qui va à l'encontre de ce que vous voulez. Et à partir de cet instant, vous avez une jeunesse qui ne va rien respecter, qui n'aura aucune vision et qui ne va jamais s'impliquer dans ce que vous mettez comme action. Donc voilà un tout petit peu ce que je peux dire sur cette question-là, dont je n'ai pas suffisamment d'éléments. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, on se quitte avec l'horoscope en commençant avec les... Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.